cher Gilles. La femme a dit qu'elle arriverait avec un peu de retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Rosa est là. Oui, Rosa va venir bientôt. Je te présente le président de mon université, Gilles Pécou. Oui, Gilles Pécou. Lui è venuto, sai, il presidente napolitano, ha tessuto grandi lodi. Poi Peppe. Oh, ciao. Che cos'è? Ah, il Presidente della Repubblica desidera ringraziare per il prossimo complimento. Il Capo dello Stato ha espresso sapere come è cosa importante che abbiamo visto di cerca un paese. Il Presidente invia i migliori saluti per le ragioni dei miei personali. E allora la puoi leggere tu questa qui dopo. Sì, sì, perfetto. Lei è una studiosa ormai di Pisa, che è una dei più brillanti classicisti americani. È una nota Maria, je voudrais présenter le président de l'université, il professor Latorre. Maria e Empirico sono gli amici greci che mi ospitano sulla loro nave, come tu sai. Ministro Chevènement, le recteur de l'université de Calabria, professor Latorre. Già? Il direttore di Calabria. Ciao, ma che carino che sei stato. Prendi un posto lì, così puoi sedere. Dove? Ah, sì. Sì. Ciao. Qui tout le monde Chevènement. Ciao. Bien, nous allons pouvoir commencer. Monsieur le ministre, Madame le recteur, mes chers collègues, chers amis, je pense que ça n'aura échappé à personne ici aujourd'hui. Il y a en ce jour deux grands sommets franco-italiens. L'un d'entre eux se tient à Lyon, s'intéresse à certains aspects matériels comme percer un tunnel pour relier plus rapidement Lyon à Turin. Ça brasse quelques milliards d'euros au passage, c'est important certes, mais l'autre sommet se tient ici même à l'École normale. Et c'est un sommet qui est là pour saluer un grand esprit qui a su bâtir des ponts, et des ponts intellectuels entre nos deux pays. Donc ce deuxième sommet est évidemment d'une importance considérable quand on le rapporte au premier. Il n'y a aucune surprise dans le fait que la République française ait décidé de remettre la Légion d'honneur, la plus prestigieuse de ces distinctions, à notre collègue Nuccio Ordine. Car l'activité de Nuccio, l'un des tout meilleurs connaisseurs, en particulier de l'œuvre de Giordano Bruno, cette activité est celle d'un passeur entre la France et l'Italie, mais aussi plus généralement au cœur de la culture européenne, qui a œuvré infatigablement pour étudier, faire connaître et traduire toutes les œuvres majeures entre nos deux pays. Pour héberger cette cérémonie, je crois que le choix de l'École normale supérieure s'imposait. N'y voyez, monsieur le ministre, aucun mépris pour le Sénat qui avait accueilli il y a 3 ans Nuccio Ordine et ses amis pour la remise des palmes académiques à l'époque. L'École normale supérieure, comme son école sœur à Pise, a une véritable vocation à favoriser ces transferts culturels et une longue tradition de collaboration avec l'Italie. Cette collaboration, d'ailleurs, au passage, dépasse largement le cadre des humanités, qui est représenté ici ô combien dans cette salle, mais il y a aussi une véritable collaboration et des écoles de pensée qui se sont développées par d'autres ponts au-dessus des Alpes, dans d'autres disciplines, et moi-même, j'ai eu la joie de collaborer énormément avec l'école de physique théorique de Rome et de développer, je crois, ce qu'on peut appeler une école de pensée de physique théorique franco-italienne. Et donc vous comprenez que de tout ce point de vue-là, j'ai un attachement particulier aux interactions entre France et Italie et je suis particulièrement heureux aussi à titre personnel d'accueillir cette cérémonie. Bienvenue donc dans ces murs, cher Nuccio, chers amis,
pour cette cérémonie que je me permettrai de placer sous le signe de vos propres paroles. Bisogna superare la soglia, osare non accontentarsi della riproduzione del modello, azzardarsi al di là dei limiti ammessi. Je pense que ces paroles vont nous servir de guide, peut-être pas pour la cérémonie elle-même, qui doit se placer dans un cadre imposé par les us et coutumes de la République, mais dès que celle-ci sera terminée, il sera temps de s'hasarder au-delà des limites dans l'ensemble de vos réflexions et de vos travaux. Je vous remercie et je passe la parole ensuite. La parole à Gilles Pécou. Monsieur le ministre, Madame le recteur, chers directeurs, chers collègues et amis, le mot de passeur, même si le français l'aime beaucoup, en abuse parfois, est un beau mot. C'est un beau terme, presque un standard maison ici à l'école normale, où l'histoire des transferts culturels est un peu d'icase. Et le terme devient encore plus beau, porteur d'horizons familiers, porteur d'horizons partagés en italien, lorsque passeur devient traghettatore et qu'il dessine les traits de Nuccio Ordine, comme dans la presse italienne de ces derniers temps, qui fêtait le professore dell'Università di Cosenza, cittadino di Diamante et del mondo, serais-je tenté d'ajouter. Il me revient comme responsable du département d'histoire de cette école, si proche de l'Italie et de la Méditerranée, de dire, après son directeur, Marc Mézard, et avant l'un de ses anciens ministres de tutelle, combien la cérémonie de ce soir nous tient à cœur. Elle honore, en si bonne et si prestigieuse compagnie, d'abord les représentants du département de littérature, qui les premiers, avec Isabelle Pantin, ici présente, surent accueillir le professeur Ordine. Elle honore le noyau actif d'italianistes de l'école, et enfin les historiens qui ont eu le plaisir de croiser l'itinéraire de ce grand spécialiste de la Renaissance européenne, exégète des symboles du pouvoir et expert d'une histoire des savoirs dont les leçons vont jusqu'à la sécularisation du XIXe siècle, comme pour unir Rinascimento et Risorgimento autour de la figure, ou plutôt de la statue, de Giordano Bruno. Enfin, c'est comme membre du conseil scientifique de l'Institut d'études avancées de Paris, dont notre école est cofondatrice, et qui accueillit Nuccio parmi ses lauréats, que je veux, au nom de son ancien directeur, Patrice Durand, en chemin pour nous rejoindre, il vient de me téléphoner, redire notre bonheur d'assister à ce beau moment. Notre bonheur surtout de le tenir un instant, entouré de sa compagne Rosa et des siens venus de Calabre, de le tenir immobile et comme prisonnier. Ce grand savant, cet intellectuel, éditeur internationalement célébré et si souvent pérégrin, qu'on ne sait jamais dans quel continent il est au moment où l'on parle de lui. À qui l'on pourrait dédier pour finir ces vers que le poète Francesco d'Allongaro offrit à son compatriote Mazzini. Je cite: Chi dice che Mazzini, e cioè Ordine, è in Alemagna? Chi dice che è tornato in Inghilterra? Chi lo pone a Ginevra e chi in Spagna? Mazzini, cioè Ordine, è in ogni loco ove si spera. En réalité, la fin du stornello est plus martiale. Il s'agit, cher Nuccio, de versare il sangue dell'Italia intera, pour l'illustrer, pour la défendre. Mais à la différence de Mazzini, qui était aussi philologue à ses heures, on l'oublie, notre très cher ami Ordine a choisi des armes pacifiques pour faire triompher la culture de son pays dans le nôtre, dont il défend si bien l'histoire et la littérature dans le sien. Oui, monsieur le directeur, que je ne vois plus, monsieur Mézard, il est là. Cher Nuccio, mesdames, messieurs, je me réjouis d'être parmi vous pour célébrer l'élévation au grade de chevalier de la Légion d'honneur de Nuccio Ordine. Je le dis par amitié pour lui, une amitié qui m'est très chère, autant qu'à lui, je l'espère, nouée sur la mer Ionienne, la mer Égéenne,
par le biais d'une amitié partagée. Et donc, je n'ai que l'immense chance de l'avoir connu dans les meilleures conditions. Je suis heureux d'être parmi vous à l'école normale supérieure parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'affection pour l'école normale supérieure. C'était l'école à laquelle me destinaient mes professeurs. Et j'ai suivi un autre chemin dont j'ai rendu compte dans un petit livre qui s'appelle L'énarchie, à propos d'une école qui ne peut pas être votre concurrente. Hein. J'ajoute que, venant ici, je ne me sens pas en terre, comment dirais-je, vraiment éloigné. Le palais de Marie de Médicis abrite des groupes. Mon président de groupe s'appelle Monsieur Mézard aussi. Ça se trouve comme ça. Je ne sais pas si vous êtes cousin à la mode de Calabre, peut-être. Hein, à la mode du Cantal. À la mode du Cantal. Donc, voilà, le hasard fait bien les choses. Cher Duccio, je voudrais te dire l'immense reconnaissance qui est la mienne pour m'avoir fait connaître des écrivains que sans toi, je n'aurais sans doute jamais connus. Par exemple, bien sûr, je connaissais le Tasse et sa Jérusalem délivrée. À la limite, les facéties du Poge, les stances d'Ange Policien, pas vraiment. Les Asolins de Pietro Bembo et les nouvelles de Matteo Bandello, certainement pas. Grâce à toi, il figure sur les rayons de ma bibliothèque. Je serai malheureusement obligé de vous quitter dans pas trop longtemps parce que j'ai été convoqué pour parler de choses beaucoup moins intéressantes par le président de la République qui veut qu'on parle cumul des mandats, mode de scrutin, toutes choses qui me font déjà m'assoupir, alors que j'aimerais célébrer avec vous non seulement l'amitié, mais aussi l'humanisme rayonnant à travers Nuccio Ordine, dont je salue la contribution qu'il a apportée aux belles lettres françaises et italiennes, puisqu'il co-dirige avec Yves Versant la collection Bibliothèque italienne. J'y ai lu aussi de pure merveille la correspondance de Michel-Ange, et puis les œuvres complètes de Giordano Bruno. On voit comment l'Italie était le laboratoire de l'Europe, comment elle a ouvert la voie à la liberté de l'esprit. La Renaissance a pris sa source en Italie. Enfin, on peut discuter longtemps pour savoir s'il y avait des ramifications du côté de la Grèce byzantine. Mais enfin, c'est une chose merveilleuse et que les Français ont toujours compris ce qu'ils devaient à l'Italie. Je pense qu'à aucun moment, la France n'a oublié sa sororité avec l'Italie. Et il n'y a pas d'endroit où on le comprend mieux que dans ce palais du Luxembourg, qui est le plus beau palais italien de Paris. Mais encore une fois, je suis très content d'être parmi vous. Nuccio Ordine, on a dit de toi que tu es un passeur. Un pont, plutôt un pont qu'un tunnel, parce que le tunnel ne va pas voir la vallée de Suse avant bien longtemps. Je pense que tu seras officier, peut-être même commandeur, dans l'ordre de la Légion d'honneur quand le tunnel aura été percé. Ce que je sais de l'état financier de nos deux pays me laisse prévoir que ton ascension dans l'ordre de la Légion d'honneur sera fulgurante par rapport à la percée des tunnels alpins. Bon, tu nous as fait connaître beaucoup de choses. Tu m'as fait redécouvrir Henri III. Je me trouvais dans une émission de radio, j'entendais un ministre dire il faudrait relire l'histoire à la lumière des grands homosexuels qui l'ont fait. Alors j'étais très surpris. Et brusquement, j'ai dit oui, il faut réhabiliter Henri III. Mais ça, cette saillie m'est venue parce que j'avais lu Les Trois Couronnes de Nuccio Ordine. Et puis, bon, je ne vais pas dire tout ce que nous te devons beaucoup. Tu es un philosophe, tu es un humaniste, tu es un artiste. Tes méditations sur l'art, en particulier les 20 portraits de Gabriel Garcia Marquez, que tu as eu la gentillesse de dédicacer à ma femme et à moi-même, montrent que rien ne t'est vraiment étranger. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose, plutôt tellement de choses que je préfère m'arrêter là,
en disant le plaisir que j'ai d'être à tes côtés et en cédant la parole à ceux qui la prendront de manière plus docte que moi. Hein, encore une fois, bravo, et je pense que nous sommes tous complices de cette distinction qui honore un trait d'union entre la France et l'Italie. Un vrai trait d'union. Je sais que naturellement tu fais beaucoup pour la littérature italienne, mais tu es de plein pied avec la France et sa culture que tu aimes, et en même temps tu sers l'humanisme qui est universel. Donc tu es un grand Européen. Tu étais à Berlin il y a quelques jours pour parler de l'utilité de l'inutile, de la même manière que tu nous as parlé de l'invisibilité du visible, ou peut-être de la visibilité de l'invisible, je ne sais pas, hein, à travers les portraits de Gabriel Garcia Marquez, portraits qui sont faits par un compatriote calabrais, hein, Asinori, c'est ça ? Adinari. Hein, eh bien, voilà, vive la Calabre, vive l'Italie et vive la France. Et vive Duccio. Monsieur le ministre, chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir d'assister comme témoin et aussi comme promoteur à l'accession de mon ami Nuccio Ordine au rang chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Nous partageons le point de vue selon lequel la littérature européenne est unie, quelquefois comme un grand arbre enraciné dans l'Antiquité grecque et latine, quelquefois comme un grand fleuve qui accueille les littératures nationales. Son grand centre est la littérature latine du Moyen-Âge, comme l'explique Hans Robert Curtius dans son Europäische Literatur und latinische Mittelalter, livre clé pour nous tous. Nous devons donc tenir compte des filiations entre les diverses littératures nationales et les modes par lesquels les échanges interlinguistiques ont contribué autant aux littératures nationales qu'à la littérature européenne. Il est bien possible que la diversité des langues et les différentes vitesses d'évolution littéraire enrichissent encore plus le tout. Nuccio Ordine maîtrise plusieurs langues et plusieurs disciplines. Il enseigne en effet la littérature, l'histoire, la philosophie et l'histoire d'art. Bien connu en France, en Angleterre et aux États-Unis, traduit aussi dans les langues orientales, il reste toujours fidèle à sa Calabre natale, à Cosenza, où il a commencé ses études supérieures et où il enseigne depuis plusieurs années. À l'imitation des Américains, on peut le décrire comme un précurseur de la global-localisation. Et c'est peut-être une nouvelle parole pour la langue française. Attendons le jugement de l'Académie. Je dois aussi remercier Nuccio Ordine pour l'appui qu'il a toujours donné au Warburg Institute. Il a collaboré avec nous pendant longtemps à des projets sur l'histoire des idées et de la philosophie italienne, surtout autour de Giordano Bruno et Bernardino Telesio. Depuis 14 ans, il dirige les séminaires sur Giordano Bruno que s'y tient chaque été au Warburg Institute, avec le soutien de l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici et de son mécène, l'avvocato Gerardo Marotta. Nuccio est aussi en collaboration avec Dr François Kiviget de notre bibliothèque, directeur de la Biblioteca Elettronica Bruniana. Nuccio Ordine appréhende Giordano Bruno comme philosophe et comme écrivain, et en particulier
comme un écrivain qui travaille avec l'image et contribue ainsi à la culture visuelle. Il s'intéresse dans le contexte européen de la littérature et des liens entre texte, images et idées philosophiques et populaires. De tels centres d'intérêt exigent que l'on se déplace vers la bibliothèque Warburg. Nous sommes tous contents que le professeur Nuccio Ordine a fait ce voyage avec tant d'élan. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici à cette cérémonie, à ajouter quelques mots sur Nuccio Ordine, qui n'est pas seulement un grand étudiant, mais aussi un grand ami, qui a eu le plaisir d'avoir contact avec lui. C'est très bien qu'avec lui, la collaboration scientifique se transforme rapidement dans une amitié, parce que comme son grand sujet, Giordano Bruno, il possède une grande passion. Son intérêt comme scolaire s'associait toujours avec la passion et avec l'émotion. Et ici, je suis venu pour vous raconter aussi que son intérêt n'est pas seulement limité au passé, mais aussi il s'intéresse à créer des ponts européens dans le présent. Il est venu à Berlin on a commencé de parler sur Giordano Bruno et rapidement ce colloque sur Giordano Bruno s'est transformé dans des idées, comment créer des réseaux européens de collaboration, parce qu'il nous apportait la vision que la Renaissance est une des racines de la culture européenne, et réfléchir sur la Renaissance dans un contexte européen nous peut aider aujourd'hui de reconnaître l'identité européenne dans une collaboration qui ne connaît pas de limites entre les disciplines, entre la science, entre les arts, entre la littérature. Et je suis très très content que Nuccio nous a apporté cette idée, et on vient de terminer une réunion dans laquelle on a commencé à créer un réseau européen de collaboration entre des institutions pour faire des recherches sur les connexions qu'il y avait dans l'État moderne et qui nous pouvaient servir comme un modèle pour les connexions maintenant entre les institutions scientifiques, les institutions qui s'occupent de la culture et qui nous peuvent aider à créer un peu de la renaissance de la culture européenne dans ce moment-là. Dans la culture européenne, on a besoin et qu'on ne pense pas seulement à l'économie, à les crises financières, mais aussi à nos racines culturelles. Et je suis très content que cette initiative est honorée avec cette grande distinction, et je suis heureux et orgueilleux d'être un ami de Nuccio Ordine. Merci pour tout, Nuccio. Monsieur le ministre, monsieur le... Je suis plus petite. Monsieur le directeur, cher Nuccio, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver ce soir à l'École normale supérieure, à l'occasion de cette cérémonie qui rend hommage au parcours personnel et professionnel de Nuccio Ordine. L'Ordre national de la Légion d'honneur, cher à Napoléon, est la plus haute distinction française. C'est un symbole fort de l'esprit de la Révolution qui a voulu substituer au privilège de la naissance la reconnaissance du mérite. À cette reconnaissance, permets-moi, cher Nuccio, d'associer celle des belles lettres. Avec la complicité fidèle de Yves Hersan, tu as fondé et tu diriges 2 collections prestigieuses, les œuvres complètes de Giordano Bruno et Bibliothèque italienne. Chacun sait ici ton imposante contribution à l'édition des classiques et à leur défense. Tu as été accueilli dans cette maison comme un frère.
Et en ce jour, parmi les nombreuses choses que je pourrais dire, rejoignant par là ce que d'autres ont dit ou diront mieux que moi, j'en choisis une. Tu es, pour l'équipe des belles lettres, pour la communauté discrète des philologues, pour ces immenses savants qui patiemment éditent les textes, un frère d'armes. Tu sais à quel point le combat est aujourd'hui plus qu'hier, aussi vital que difficile. Te savoir à nos côtés, cœur vaillant en première ligne, donne tout simplement l'impératif courage sans lequel il serait si simple d'abdiquer. Cette fraternité que nous organisons en combat en enrôle bien d'autres. Et j'ai une pensée reconnaissante pour celles et ceux qui, depuis bien des années, n'aperçoivent que ton dos voûté à ta table de travail. Sache, mon cher Nuccio, que par ta joie, ton enthousiasme et ton énergie, tu ressembles encore à l'enfant que tu étais. Parce que tu as fait de ta vie, tu ne l'as pas trahi. C'est sur cette adhésion donnée dans le secret du cœur que se fonde la conviction de l'humaniste. Et tu l'as sais veiller par de bienveillants fantômes. Pour tout cela, et pour tout ce que nous ferons encore ensemble, au nom de la maison et du fond du cœur, je te remercie. Monsieur le ministre, monsieur le directeur, monsieur le recteur de l'université de Cosenza, mes chers collègues, mes chers amis. À l'ENA, dont parlait Jean-Pierre Chevènement il y a un instant, à Sciences Po, que j'ai préparé, on apprend à faire des plans en 2 parties, et même à diviser chaque partie en 2 sous-parties. Mais à l'école normale supérieure, et dans les classes de préparation littéraire, pour lesquelles, monsieur le directeur, je vous sais gré d'avoir donné tout cet espace, d'avoir l'attention que vous avez pour Gilles Pécou, pour tous ceux qui soutiennent les lettres, les sciences humaines, qui le sont en vérité, et dont Nuccio Ordine vous présente un exemple d'humanisme, d'humanité. On fait des plans en 3 parties. J'ai donc décidé de faire un plan en 3 parties et, pour vous rendre un hommage supplémentaire, de diviser ma dernière partie en 3 et de commencer par Diamante. Nuccio Ordine est né à Diamante et porte comme prénom le nom de cette très jolie cité. C'est un véritable diamant. Précis, on le sait bien aux belles lettres, dans ses annotations philologiques, dans son respect scrupuleux de la lettre des textes, aiguisé dans ses commentaires critiques et la liberté de pensée qu'il incarne. C'est un diamant dans la transparence de ses engagements professionnels, amicaux, dans la fidélité. Et fidèle, il l'est aussi à Diamante. Et si mes 2 premières parties étaient déjà prévues comme voulant traiter de l'homme et de son œuvre, plan un peu scolaire, ou bien de Nuccio en Italie et de Nuccio dans le monde entier, global-localisation, je crois bien qu'en définitive, mes 2 premières parties, je vais n'en faire qu'une seule, pour vous montrer comment, à travers Nuccio mondialisé dans la science de la littérature, il y reste, attaché à Diamante, à Cosenza, fidèle et transparent à ce qui est, je crois, sa vocation profonde. Nuccio, je l'imagine enfant, si plein de vie et de plaisir, de goûter à toutes les saveurs de la Calabre,
à tout le sel de la mer, du ciel, des couleurs de son environnement, qu'il était sans doute un des meilleurs partout, y compris à l'école, bien sûr. Soucieux de frotter son début d'esprit critique au savoir qu'on lui enseignait, jamais rassasié. Et cette curiosité qui ne l'a pas quitté, c'est sans doute aussi la racine de ce qui l'a fait d'abord embrasser dans sa tête la carrière de journaliste, et puis s'attacher à des maîtres. Et il me semble qu'à l'École normale supérieure et dans le monde qui est le nôtre, on sait à quel point un maître, un professeur, peut transformer une vocation, lui donner des ailes. Nuccio s'est envolé tout en restant proche de Diamante, grâce à ses professeurs. Et pour s'envoler, il a choisi un objet symbolique. L'Europe de la République des Lettres. Jean-Pierre Chevènement préside une fondation qui porte haut les valeurs de la République et qui s'appelle Respublica. Mais il est une autre République, celle de ceux qui considèrent que les textes littéraires, dans leur utile inutilité, sont un bien commun qui a fait grandir l'Europe et dont le monde entier ferait bien de tenir compte. Et Nuccio a pris, dans cette vision des symboles qui façonnent l'Europe, cette figure méditerranéenne, méconnue souvent, du petit âne, qui souvent est vu dans son oisiveté, son arrogance, son côté unidimensionnel. Et en parlant d'Asinus ad litteras, Nuccio a fait apparaître le labeur, l'humilité, la tolérance de l'âne méditerranéen et des lettres qui le célèbrent. Et dans le monde des républicains littéraires, ce fut un grand soulagement que de voir que l'écho de cette grande œuvre allait bien au-delà de l'Italie, bien au-delà de l'Europe. Dès sa thèse, Nuccio fut appelé ailleurs, fellow d'Harvard par l'intermédiaire de la Villa Itati, du CNRS, de Paris 8, très vite associé au conseil scientifique de l'École des hautes études en sciences sociales, mais revenant par choix et par fidélité transparente au département de philologie de l'Université de Calabre, à nouveau regardant du côté du vaste monde par une bourse Fulbright, et pas rien, vers Harvard, vers Stanford, mais à nouveau happé, et j'en reparlerai dans ma troisième partie, pour faire partie de ce centre Europe qui, au moment où l'Europe de l'Est s'affranchissait du joug soviétique et demandait à retrouver une culture commune avec l'Europe, ce centre Europe, Iverson le fondait à l'École des hautes études et Nuccio en a été, dès l'origine, un des membres très actifs. Mais la Calabre n'était pas loin. Jamais elle n'est loin. Une année après, il devenait professeur associé en théorie de la littérature et puis découvrait un autre des grands lieux de cette République européenne des lettres qui est, on en a parlé souvent, et je voudrais avoir une pensée pour lui, celui que l'avvocato Gerardo Marotta a fondé, forgé et maintient malgré vents et marées dans la difficulté des temps d'aujourd'hui, à Naples, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Yale lui faisait signe. Il devenait professeur d'italien. Il fondait en même temps une association pour les études de théorie de littérature comparée. Il allait aussi enseigner à New York University. Mais Diamante restait présente. Et 3 ans après, se créait une école d'été des hautes études Tommaso Campanella à Diamante,
avec Iverson, avec aussi l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Directeur d'études associées à l'EHESS, secrétaire général du Centre international des études bruniennes, lauréat d'une bourse de haut niveau pour chercheurs étrangers de renommée internationale, visiting professor à l'université d'Eichstätt, directeur scientifique de plusieurs comités et de plusieurs publications. Il a installé en Calabre le siège de l'Institut italien per gli Studi Filosofici, toujours parce que la Calabre était dans sa pensée, non pas la périphérie, mais un centre possible de ce mouvement qui n'en a pas de centre, mais qui a vocation partout à montrer, là où elle est vivante, que la science fait grandir, qu'elle fait grandir des jeunes qui trouveront par là un moyen de réaliser leur vie humaine, leur vie d'humaniste, leur vie d'hommes et de femmes. Le Warburg Institute, bien sûr, lui faisait signe aussi. Il a été fellow de l'Alexander von Humboldt Research. Et puis, le Centre d'études supérieures de la Renaissance, l'Institut universitaire de France, Paris 4 Sorbonne, où il a tenu la chaire de littérature comparée. L'Université de Calabre le faisait monter en grade en lui donnant la chaire de théorie de la littérature, ce qui ne l'éloignait ni de Paris 8, ni du Warburg Institute, ni du Centre d'études supérieures de la Renaissance, ni même de Saint-Marin, où je découvre que vous avez enseigné à l'École supérieure d'études historiques, ni de Barcelone. Et je pourrais certainement continuer, Paris 3, Bologne, n'oublions pas Bologne, c'est là sans doute que c'est noué votre amitié avec les sémiologues, Umberto Eco le premier, et bien d'autres. Et puis l'École normale supérieure elle-même, où vous avez été, comme on l'a dit, invité. Et si je fais le tour des universités, des institutions dans lesquelles vous avez dispensé des conférences, des pays proches ou lointains, où on vous a retrouvé, je trouve 22 pays de tous les continents qui, grâce à vous, ont découvert justement ce patrimoine et cette vision commune sur laquelle je citerai simplement, pour parler de ce que vous apportez à la conscience contemporaine, certes européenne, mais mondiale, de ce que sont les cultures qui nous ont fait, un petit apologue, une petite histoire, que vous racontez vous-même, je crois, dans une de ces chroniques que vous tenez pour il Corriere della Sera. C'est des poissons dans l'eau, un plus vieux que les autres, et qui, pour engager la conversation, leur dit « Comme elle a quoi? L'eau est bonne ?» Et un des deux petits poissons qui l'écoute se retourne vers l'autre qui dit « Que cavolo elle a quoi? Qu'est-ce que diantre? C'est quoi l'eau ?» Voilà, l'eau dont nous sommes nourris, qui nous alimente, qui est notre substance, est-ce que nous la connaissons? Nuccio, oui, et nous la fait connaître. C'est l'histoire des poissons. C'est ce que nous apportent ces travaux, dont aujourd'hui, comme on l'a dit, nous pouvons d'abord lire la substance, d'abord dans ses activités éditoriales. Alors, on en a cité. Je ne veux pas y revenir, simplement, œuvre complète de Giordano Bruno, bien sûr, mais aussi les collections, le corps éloquent, d'abord, et puis cette grande bibliothèque italienne qui, pour nous, est le fondement de notre connaissance contemporaine de l'Arioste, de Vico, de l'Aretin, de Goldoni, de Fracastoro, de Campanella. C'est la collection italienne Silène, celle du Theatrum Sapientiae, les Centauri, et puis toutes les collections bilingues italiennes, Biblioteca Italiana, le opere italiane di Giordano Bruno, Classici del pensiero europeo, Umbrae idearum, que je n'oublierai pas, et Classici della letteratura europea, qu'il faut évidemment aujourd'hui développer, nous en avons besoin. Les revues,
Filologia antica e moderna, Nova Humanistica, Albertiana, Journal de la Renaissance des études supérieures de Tours, Boston Studies in the Philosophy of Sciences. Voilà, les sciences des humanités. Vous les faites exister. Sur vos œuvres, elles sont nombreuses. Je ne citerai pas chacune d'entre elles. Elles vous ont valu, avant celle qui vous attend, la distinction de chevalier dans l'ordre des Palmes académiques de France, de cittadino onorario della Comune di Diamante, et toujours cet aller-retour entre le monde et votre pays. Vous êtes commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, sur un décret du président de la République italienne, qui, nous le savons, est un amateur, est un amoureux des lettres classiques, et membre d'honneur de l'Institut de philosophie de l'Académie russe des sciences. Et puis les prix que vous ont valu vos œuvres. Les Citte della Manna Grecia. Et je dirais que ça, c'est bien vu. Ceux qui, de vos amis, viennent de Grèce, savent à quel point cette partie de l'Italie est encore grecque. À quel point cet échange entre les deux cultures n'a jamais cessé d'alimenter les deux cultures, la latine et la grecque. À quel point les villes latines fondées par les Grecs ont elles-mêmes parfois débordé en savoir, en richesse, en attractivité, leurs fondatrices. Et à quel point aujourd'hui cet héritage mérite d'être tenu des deux côtés à la fois, le côté grec et le côté latin, ce que vous faites, ce que fait toute l'université de Cosenza. Prix Cesare De Lolis, prix de l'Orient Express, prix du Lions Club, du Rotary International, prix Rombiolo, puis de Siracusa Filosofia, et puis un prix international qui me semble bien résumer une partie de votre pensée, la Calabria nel mondo. Vous êtes déjà docteur honoris causa de l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, à Porto Alegre, et je voudrais simplement dire que vous êtes aussi un héros de ce que j'appellerais les données contemporaines d'une pensée géopolitique des belles lettres. Le hasard, qui a parfois des égards pour les hommes de volonté, fait que lorsque je me suis trouvé porté aux fonctions de recteur de Paris, en 1989, les pays d'Europe centrale et orientale souhaitaient retrouver avec l'ancienne Sorbonne des relations de confiance qu'ils avaient eues longtemps avant. Le Forum démocratique hongrois m'expliquait que pour lui, la maison commune voulue par Gorbatchev, c'était la Sorbonne. En même temps, l'école des hautes études, les belles lettres, l'Istituto per gli Studi Filosofici, développaient la pensée de ces synergies qui vont être à l'honneur dans plusieurs institutions qui sont ici présentes, entre les chercheurs européens. Et il m'a paru normal de proposer à ces pays qui retrouvaient l'Europe que l'ensemble des forces de pensée et de recherche que vous incarnez puissent se trouver dans les grands réseaux de circulation des œuvres, dans les grands réseaux de formation des jeunes, dans les grands réseaux de ces étudiants boursiers qui, à leur tour, vont transmettre le savoir. Et nous savons que le savoir ne se transmet pas exactement comme n'importe quel produit de communication. Et vous avez été de ce grand mouvement qui, avec quelques personnes ici présentes, s'est traduit par des colloques tenus en 2 lieux à la fois, en Tchécoslovaquie et à Paris sur l'homme baroque, à Saint-Pétersbourg et à Moscou et à Paris sur l'homme des Lumières, et bien d'autres sujets qui ont permis de confronter des pensées de ce que devait être la solidarité et l'engagement vers un humanisme contemporain, fier de tous ces textes qui ont forgé la pensée des pays qui aujourd'hui se retrouvent dans la même situation, confrontés aux mêmes problèmes mondiaux. Vous êtes un penseur du présent,
Et vous l'avez prouvé dans toute cette grande période qui a duré longtemps. Et le deuxième moment, ma deuxième sous-partie de cette troisième partie, c'est le moment où moi-même, étant en responsabilité de quelques 700 universités du monde où l'on parle un peu ou beaucoup le français, nous avons, vous et moi, découvert qu'il fallait aussi sauver les bibliothèques. L'Avvocato Marotta le fait autant qu'il le peut à Naples. Il y a de nombreux lieux où les bibliothèques sont menacées. Il faut les protéger, il faut que de jeunes chercheurs établissent des catalogues, informatisent des lieux souvent exposés aux intempéries, voire à la folie des hommes. Et si Jean-Pierre Chevènement parle au président de la République du Mali, il verra au Mali, qui fait partie des 22 pays où nous sommes allés, enfin nous ne sommes pas allés ensemble dans 22 pays, mais vous êtes allés dans 22 pays et je suis allé avec vous à Tombouctou pour essayer de trouver des financements pour protéger les fonds des bibliothèques privées et des coffres qui contiennent des trésors et qui sont menacés aujourd'hui plus que jamais par les événements de la région. Vous êtes aussi allé en Mauritanie, à Singeti, où le même problème se pose avec des manuscrits encore eux aussi mal connus. Et nous avons, vous et moi, essayé de conforter cette grande dynamique en faveur des bibliothèques scientifiques, conçues selon des principes rationnels, et dont sont un exemple les grandes bibliothèques des institutions présentes aujourd'hui, comme elles le sont aussi dans les lieux que nous avons visités ensemble avec l'avocate, je me souviens de Vienne, et bien d'autres villes. Troisième moment, il est devant nous. Et je voudrais dire à ceux qui sont ici, et en particulier qui sont venus depuis l'Italie, que l'Italie et la France, sur ce sujet comme sur d'autres, ont devant elles un grand chantier où l'union des intellectuels qui croient à la République des esprits ne sera pas de trop. C'est la Méditerranée. Nous sommes des Méditerranéens. Nous sommes fiers. Nuccio Ordine en est un. Et il consacre aujourd'hui une partie de ses travaux à imaginer ce que pourrait être un échange et des mobilités entre des étudiants, des chercheurs, qui pourraient traverser cette mer qui a trop souvent été symbole de division, de conflit, et qui est encore une mer parfois difficile. Il y faut du courage. Il n'y a pas, pour alimenter le besoin de développement scientifique des pays du sud de la Méditerranée, le même espoir que cultivaient les pays d'Europe centrale et orientale, puisque l'Europe leur ouvrait les bras. En Égypte, en Tunisie, en Algérie, ces perspectives ne sont pas ouvertes. Et pourtant, l'Italie et la France aujourd'hui doivent unir leurs forces pour trouver les chemins scientifiques qui permettront à des jeunes au sud de la Méditerranée de reconquérir un patrimoine culturel dont ils sont partie prenante, comme les Européens du Nord que nous sommes. Et vous faites partie des forces vives de ce qui, de mon point de vue, est la troisième aventure qui attend ceux qui, comme vous, croient que l'avenir du passé, c'est aujourd'hui qu'il s'écrit, et avec vous. C'est pourquoi notre code à la Légion d'honneur prévoit que la distinction est remise à ceux qui incarnent l'éminence. Éminent, vous l'êtes. Et plus que sans doute tous les discours réunis ne le disent. Vous l'êtes par quelque chose que l'amitié que nous avons vu grandir depuis ces années m'a permis de mesurer. Et que votre voix, d'une certaine manière, symbolise. C'est le sans limite dont on parlait au début. L'excessif. Ce qui ne s'arrête pas. Ne nous arrêtons qu'un instant, juste pour vous remettre la décoration. Après, nous repartirons tous ensemble. Nuccio Ordine,
au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci beaucoup. Chers amis, Monsieur le directeur, dissimuler ma profonde émotion, ce serait hypocrisie. Tout d'abord, parce que la présente cérémonie, grâce à la générosité du directeur de l'École normale supérieure, le professeur Marc Mézard, que je remercie de tout cœur, et grâce à mes chers amis et collègues Isabelle Pantin et Gilles Pécou, se déroule en un lieu qui symbolise l'excellence dans les domaines de la recherche scientifique et littéraire. Je me souviens encore, avec tendresse, de mon premier passage dans les salles de cours de la rue d'Ulm, où m'avait attiré la renommée de quelques grands savants qui y dispensaient leur enseignement. Je n'avais guère plus de 20 ans. Le mythe de l'École normale supérieure m'a par la suite accompagné tout au long de ma formation, au cours de laquelle l'occasion m'a été donnée de nouer des liens d'amitié et de travail avec de nombreux normaliens. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour l'honneur me serait fait d'être invité à l'ENS en qualité de professeur et de récipiendaire d'une aussi prestigieuse décoration. Ma gratitude va aussi à l'Institut d'études avancées que l'École normale a contribué à fonder et qui se trouve représenté par sa présidente, Madame Dominique Schnapper. Cet institut m'a accueilli de janvier à juin 2012 en qualité de chercheur invité. À l'ambassadeur d'Italie, qui est engagé aujourd'hui, comme vous savez, à Lyon, Son Excellence Giovanni Caracciolo di Vietri, j'adresse mes plus vifs remerciements. En acceptant de figurer parmi les membres du comité d'honneur, il a bien voulu témoigner l'intérêt que porte mon pays à une manifestation de ce genre. Voici quelques mois, alors que je préparais pour le Corriere della Sera le compte-rendu d'un remarquable livre de mon cher ami Jürgen Renn, directeur de l'Institut d'Histoire de la Science au Max Planck de Berlin, j'ai eu l'occasion de relire le fameux aphorisme que Jean de Salisbury attribuait à Bernard de Chartres. Je cite: « Nous sommes des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines que ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. » Mais cette formule appelle une précision. S'il existe des géants et des nains gigantesques, existe aussi une catégorie que Bernard de Chartres n'avait pas prévue, celle des nains tout court, qui sans les géants ne seraient jamais élevés au-dessus du sol. Ce n'est pas des nains tout court que j'entends vous parler ce soir, mais bien plutôt des géants, institutions ou individus, peu importe, sur les épaules desquels j'ai eu la chance de grimper et qui ont rendu possible les entreprises éditoriales et scientifiques, dont notre rencontre festive est probablement la conséquence. Contrairement à la mouche, dont parle Sir Francis Bacon, cette mouche qui, posée sur la rue d'une charrette, se vantait de soulever un nuage de poussière, je suis fermement convaincu que sans une série de rencontres et d'expériences exceptionnelles, je n'aurais jamais pu effectuer le modeste parcours qui m'a conduit jusqu'ici. Mes premières pensées vont à l'Université de Calabre, représentée aujourd'hui par son recteur Giovanni Latorre,
auquel me lie un solide rapport d'amitié et de collaboration. C'est à Cosenza que l'occasion m'a été donnée d'entreprendre des études. Sans cette importante institution, bon nombre de jeunes Calabrais provenant de petits centres périphériques auraient été, comme moi, dans l'impossibilité de poursuivre des études au-delà du secondaire. C'est là, au contact d'excellents professeurs, que j'ai découvert la joie de passer des journées entières en bibliothèque, alors que je venais d'un milieu où les livres n'avaient pas droit de citer, pas plus dans mon bourg d'origine qu'au domicile familial. Rien d'étonnant, du reste, à cette absence de livres. Dans les années 60, les bâtiments scolaires faisaient défaut. Jusqu'à la fin de mes études primaires, c'est une pièce dans l'appartement de mon institutrice qui a servi de salle de classe. Un de mes camarades d'enfance, Giuseppe, témoin de cette aventure, est présent parmi nous ce soir. All'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici et à son président Gerardo Marotta, je tiens à exprimer toute ma gratitude. C'est dans les grands salons du Palazzo Serra di Cassano, où l'on peut respirer encore l'air de la révolution napolitaine de 1799, que j'ai pu rencontrer mes premiers grands maîtres, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Ilya Prigogine, Paul Oscar Christeller, Karl Popper, Marc Fumaroli. Les journées passées en leur compagnie ont orienté de manière décisive le choix que je fais de me lancer dans l'aventure de la recherche. Sans l'appui et les encouragements de Gerardo Marotta, ce géant sur les épaules duquel je me suis hissé de l'achèvement de mon doctorat, je n'aurais pu commencer ni porter à terme une série d'entreprises éditoriales et scientifiques à visée internationale. En le fréquentant de près, j'ai pu mesurer combien le souci du bien commun et l'amour de la connaissance requièrent le don de soi. Le combat pour l'Europe de la culture exige qu'on lui consacre toutes ses forces économiques et intellectuelles. Mais c'est dans la bibliothèque de l'Institut Warburg de Londres que mon intérêt pour la Renaissance a trouvé la voie royale. J'ai commencé à la fréquenter à l'âge de 20 ans, grâce au conseil précieux de Giovanni Aquilecchia. Au troisième étage, parmi les étagères consacrées à Giordano Bruno, j'ai pu méditer sur les essais de Francis Yates ou d'Ernest Cassirer et sur les travaux des grands maîtres comme Panofsky, Kilbansky, Sachs, Wittkower, ainsi naturellement que sur les livres de Ebbe Warburg, le génial fondateur. Au cours de ces 3 décennies de fréquentation de Woburn Square et de sa bibliothèque, j'ai eu la chance de connaître 4 directeurs qui se sont succédés entre 1981 et 2012, de John Trapp à Peter Mack. Avec les 3 derniers en particulier, j'ai noué de forts liens de collaboration et d'amitié. C'est pourquoi la présence ici du professeur Mack m'honore profondément. Dans ma formation, la France, elle aussi, a joué un rôle fondamental. Ce pays m'a accueilli avec une immense générosité et m'a fortement encouragé à poursuivre mon parcours d'enseignant-chercheur. Grâce à Michel Gendreau-Massalou, pendant son long mandat de recteur chancelier des universités de Paris et recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, j'ai pu participer à toute une série d'importantes initiatives scientifiques et culturelles, tout en bénéficiant d'un réseau de relations intellectuelles au niveau européen. Qu'elle soit, ce soir, la marraine de la cérémonie est pour moi un motif de fierté. C'est pendant ma longue expérience en France que j'ai pu comprendre en profondeur le sens de certaines affirmations de Giordano Bruno. Al vero filosofo ogni terreno è patria,
aux vrais philosophes, tout terrain et patrie, écrit le Nolin, parce que le sentiment d'être chez soi est indépendant des origines familiales comme des frontières nationales. De même, toute pérégrination intellectuelle, indépendamment des motifs qui nous ont poussés à partir, offre toujours l'occasion de rencontres capitales et de précieuses expériences. La France m'a permis de trouver une seconde patrie, peuplée d'amis et de collègues extraordinaires, qui m'ont permis d'enseigner dans les universités les plus prestigieuses et qui ont bien voulu m'associer généreusement à des entreprises éditoriales et scientifiques de premier plan. La liste serait longue, mais je voudrais rappeler au moins quelques noms. Ceux de Jean Séard, Jacques Derrida, Madeleine Fiorato, Daniel Ménager, Robert Kopp, Paul Larivaille, Franck Lestringant, Pierre Laurence, Daniel Ménager, Hélène Monsacré, Michel Narcy, Michel Présence, Édouard Pommier, Alain Ponce, Michel Simonin. Quelques amis chers, tels Pierre Brunel et Jackie Pigeot, ont donné des cours en Calabre dans mon université. Alain Delibera, que je voudrais féliciter pour sa toute récente élection au Collège de France, est devenu un citoyen calabrais qui, depuis plus de 15 ans, passe ses vacances à Diamante. Avec le Centre d'études supérieures de la Renaissance, où j'ai enseigné à diverses reprises, j'ai formé divers projets au fil des années, surtout avec Gérald Schex et avec l'actuel directeur Philippe Vandrix. Il est là ce soir et je voudrais le remercier de tout cœur. J'adresse une pensée particulière à Pierre Hadot pour les précieuses indications qu'il m'a données au cours de conversations inoubliables. À Paris, j'ai commencé à fréquenter Georges Steiner, que j'avais rencontré dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Depuis lors, notre relation intellectuelle s'est transformée en une profonde amitié, qui pour moi est une source inépuisable d'idées nouvelles et de nouvelles découvertes. Toujours à Paris, l'occasion m'a été donnée de discuter de mes projets avec un autre grand maître et ami, Umberto Eco, dont l'esprit encyclopédique m'a été d'un grand secours. Lorsque je me rendais en France, en qualité de jeune boursier, l'un de mes objectifs était de consacrer quelques économies à l'achat des classiques de la célèbre collection Budet. Je passais des après-midi entiers entre bouquinistes et librairies à en dénicher quelques-uns d'occasion. Chez Gibergin, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai fait l'emblette du De Rerum Natura de Lucrèce dans l'édition historique d'Ernoult en 2 volumes. Jamais je n'aurais pu imaginer, là non plus, qu'un jour j'aurai l'honneur de diriger diverses collections chez ce grand éditeur. C'est précisément avec le soutien des belles lettres que j'ai réalisé mon rêve de mettre en circulation nombre de classiques en édition bilingue. Et désormais, mes propres ouvrages sont publiés en France par la maison du boulevard Raspail avant de l'être publiés en Italie. Merci de tout cœur à Caroline Noireau pour le combat qu'elle livre quotidiennement en faveur de la philologie et des grandes œuvres de la culture européenne. D'autre part, avec l'appui d'Elisabetta Sgarbi et de Mario Andreose, j'ai pu créer de l'autre côté des Alpes, chez l'éditeur Bompiani, une collection bilingue d'ouvrages classiques. Et ce n'est pas un hasard si Montaigne et Rabelais ont été publiés les premiers dans ces classici de la letteratura europea que soutiennent le président de la fondation Carical de Cosenza, le professeur Mario Bozzo, et 2 amis chers, épris d'art et de littérature, Maria et George Empiricos. Madame Empiricos est ici ce soir et je voudrais la remercier de tout cœur. Sur le goût des classiques et de l'enseignement, indispensable au développement civique et social de l'humanité, s'appuie le rapport d'amitié que me lie à Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement.
sa participation à la présente cérémonie ne témoigne pas seulement de sa générosité, elle exprime aussi le vif intérêt qu'il porte à la culture, à la recherche et à la formation des générations nouvelles. J'ai gardé pour la fin la mention de 2 amis fraternels, sur les épaules desquels je suis monté avant d'avoir atteint la trentaine. Je leur dois d'avoir pu porter mon regard au loin et de me hausser à des niveaux qui m'auraient interdit ma modeste stature. Avec Yves Versant, j'ai partagé presque toutes mes expériences éditoriales et scientifiques, publication de classiques, organisation de rencontres et de colloques. Dans toutes ces circonstances, Yves a été et demeure un précieux allié, un frère, un ami très cher. Son soutien, surtout au moment difficile des commencements, s'est avéré essentiel et m'a aidé à cultiver ma passion pour la recherche. Grâce à lui, j'ai connu Alain Segond, directeur général des Belles Lettres. Une affinité élective nous a unis depuis notre première conversation en 1998, jusqu'à sa soudaine disparition en mai 2011. J'ai perdu avec lui le géant que pendant plus de 20 ans m'a porté sur ses épaules. Vivre aux côtés d'Alain a été un privilège inestimable. Au cours de ces années, il m'a été donné de comprendre que la rencontre d'une personne exceptionnelle peut vraiment changer une existence. Son extraordinaire générosité, son immense savoir ont été pour moi des modèles inégalables. En passant avec lui de merveilleuses journées à corriger des traductions, à revoir des apparats critiques, à évaluer des projets de recherche et des éditions de textes, j'ai compris l'importance des activités dites inutiles dans une société qui ne trouve d'utilité que dans l'obtention du profit. Alain a été pour moi le vivant exemple d'un amour du savoir désintéressé et gratuit. Savoir qui, sous sa forme la plus authentique, doit nécessairement se traduire en une manière de vivre, avec cette simplicité qui seule permet de distinguer les géants véritables de ceux qui ont des pieds d'argile. La Venatio Sapientiae est une vocation. Elle implique des sacrifices et exige le don de soi. Les critiques et les précieux conseils d'Alain m'ont permis de mieux saisir la substantifique muelle des plus beaux passages de l'art de conférer de Montaigne. Il y a pas mal d'amis qui travaillent sur Montaigne dans cette salle, et donc je m'excuse avec eux. Je cite, « L'étude des livres, c'est un mouvement languissant et faible, qui n'échauffe point, là où la conférence apprend et exerce en un coup. Si je confère avec une âme forte, un rude jouteur, il me presse les flancs, me pique à gauche et à dextre, ses imaginations élancent les miennes. Comme notre esprit se fortifie par la communication des esprits vigoureux et réglés, il ne se peut dire combien il perd et s'abattardit pour le continuel commerce et fréquentation que nous avons avec les esprits bas et maladifs. Il n'est contagion qui s'épandent comme celle-là. Alain a été pour moi l'un de ces rares exemples d'âme forte. C'est pourquoi je voudrais lui dédier la cérémonie de ce soir. C'est précisément in absentia, pour citer encore une fois Montaigne, que se renforcent les sentiments d'amitié et de gratitude. Je cite, « Ceux qui ont mérité de moi l'amitié et de la reconnaissance ne l'ont jamais perdu pour n'y être plus. Je les ai mieux payés, plus soigneusement, absents et ignorants. Je parle plus affectueusement de mes amis quand il n'y a plus moyen qu'ils le sachent. Grâce à Alain Segond,
grâce aux géants que mes séjours à l'étranger m'ont permis de fréquenter, grâce aux centres de recherche et aux bibliothèques où il m'a été donné d'étudier, j'ai appris une leçon d'importance vitale pour moi. Seule la compagnie de ceux qui nous font mesurer notre petitesse nous incite à remettre en question le peu que nous savons. En Calabre et en Campanie circule une expression populaire qui recèle une grande sagesse. Rien de plus périlleux que de faire le coq sur un tas de fumier. Le moment est venu de passer des mots aux mets, de la nourriture céleste aux nourritures terrestres. Dans la salle des actes vous attend cette fois-ci la véritable excellence calabraise. Vous êtes tous conviés à déguster un choix de produits sélectionnés et fort aimablement offert par la Fondazione Carical, son président Mario Bozzo est là, la Chambre de commerce de Cosenza e le Consorzio Citra de Cosenza, le Consorzio Terre di Cosenza et l'Istituto Alberghiero Mancini di Cosenza, dont je remercie le proviseur qui est là avec nous. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a le recteur de l'université de Calabre qui doit lire un message qui vient du président de la République napolitaine. Bonsoir, Madame, Messieurs, chers collègues, Monsieur le directeur, Monsieur le ministre. Je entends français, mais malheureusement, je ne parle français. Anyway, in this international context, I'm sure you will understand English, but I have to confess, it's a little bit strange for me, as an Italian, to speak in English in France. So I'm going to read the message from the Presidency of the Republic in the original language, in Italian. I'll take the risk. Is writing the Counselor of the Presidente Napolitano. Gentile Rettore, il Presidente della Repubblica desidera ringraziarla per averlo informato del prossimo conferimento al professor Nuccio Ordine, nel corso di un'apposita cerimonia presso la Scuola Normale Superiore di Parigi, dell'onorificenza di Cavaliere della Legion d'Onore. Il Capo dello Stato ha espresso il suo vivo compiacimento per questo importante riconoscimento che premia gli studi e le ricerche di un valente studioso e che onora un giovane ateneo che ha saputo presto trovare una collocazione di eccellenza nel panorama universitario italiano. Con l'occasione il Presidente Napolitano le invia i suoi migliori auguri, saluti ai quali volentieri aggiungo i miei personali. Firmato Carlo Guelfi, consigliere del Presidente della Repubblica.